Poupidou, 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 pou. Euradio Nantes vous présente les causeries de la MSH. Eh bien, bienvenue dans les causeries de la MSH. Alors aujourd'hui, c'est la 7e émission de notre 4e saison des causeries, saison 4, épisode 7. Le principe est toujours le même. Tous les 3e mardis du mois, une personnalité scientifique vient causer sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. Alors de quoi allons-nous causer aujourd'hui ? Alors pour nous faire aimer sa matière, j'en avais déjà parlé lorsqu'on avait accueilli Martine Mespoulet et qu'on avait parlé de statistiques et politique. J'avais donc rappelé que mon professeur de statistique illustrait son cours par des nombreuses citations. Alors j'avais cité celle-là, c'est ma préférée. Les statistiques, c'est comme la mini-jupe, ce qu'elles révèlent est suggestif, mais ce qu'elles cachent est essentiel. Mais il y en avait d'autres et elles vont illustrer notre propos d'aujourd'hui. Coluche disait une statistique, c'est comme un sondage, sauf que c'est vrai. On verra si c'est le cas. Et il y en avait une autre, il y a 3 sortes de mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. C'est une citation de Benjamin Disraeli, qui était un homme politique et un auteur britannique, qui a été 2 fois Premier ministre du Royaume-Uni, donc à la fin du 19e siècle. Alors vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons parler encore une fois de chiffres, de statistiques et de quantification, mais plus précisément du mensonge statistique. Et pas de n'importe quel mensonge statistique. De mensonges statistiques de la part d'institutions apparemment bien sous tout rapport. Ainsi, lors du comptage d'une manifestation, les chiffres de la préfecture de police diffèrent toujours de ceux des organisateurs. Alors je vais citer encore Coluche, encore une fois. Manifestation de policiers à Paris, 3000 manifestants selon la police, 10 000 manifestants selon la police. Donc les chiffres du chômage aussi sont souvent controversés. Il fut un temps où le taux d'inflation prêtait à controverse puisqu'il servait à calculer le pouvoir d'achat et les hausses de salaire. Il y avait un indicateur INSEE et un indicateur CGT. Mais sont-ce des mensonges ? Alors dans le dictionnaire du Trésor de la langue française, je vais vous donner la définition du mot mensonge. Affirmation contraire à la vérité faite dans l'intention de tromper. Synonyme, crack, populaire, bobard, familier, boniment, familier, histoire, familier, menterie. Dans le décalogue, le 8e commandement dit « Tu ne mentiras pas ». En effet, le mensonge est considéré comme un vice ou un péché par la tradition morale, philosophique et religieuse, même si certaines formes de mensonges sont légitimées par quelques philosophes, comme Benjamin Constant, dans son célèbre débat avec Emmanuel Kant sur le droit de mentir. Mais a-t-on le droit de mentir lorsqu'on fait des statistiques ? Alors l'actualité récente a montré que ce mensonge statistique était là où on ne l'attendait pas. La crise des dettes souveraines a mis à jour certaines pratiques passées au moment de la construction de l'euro, notamment en ce qui concerne la Grèce. Au moment de sa candidature à l'euro, la presse parle d'un miracle grec. Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, l'inflation est tombée de 8 à 2% et le déficit de 10% à moins de 2%. La bourse d'Athènes a vu sa capitalisation doubler en un an et l'agence de notation Moody's a relevé de 4 crans la note du pays. Mais les comptes publics de la Grèce se sont avérés sans rapport avec les chiffres annoncés jusque-là. En 2000, le déficit n'était pas de 2% du produit intérieur brut, mais de 4,1%. En 2001, l'année où les pays étaient entrés dans la zone euro, il n'était pas de 1,4%, mais de 3,7%. En 2003, idem. En 2004, il n'était pas de 1,2%, mais de 5,3%. L'appareil statistique sur le recensement des dépenses, les hypothèses de croissance, le calcul de la dette, les reportings de la Grèce à Eurostat, qui est l'Office européen des statistiques, toutes les données étaient fausses. Dans ces proportions-là, c'était du jamais vu. Ainsi, Goldman Sachs, par exemple, avait échangé de la dette grecque à un taux fictif en 2001, permettant à Athènes de maquiller ses comptes publics. De 2000 à 2002, notamment, la banque avait conseillé la Grèce dans l'utilisation de produits dérivés pour masquer ses déficits budgétaires. Alors Mario Draghi, qui est l'actuel président de la Banque centrale européenne, traîne un peu son passage chez Goldman Sachs comme un boulet. Alors pour parler de ces mensonges statistiques, nous accueillons aujourd'hui Boris Samuel. Nous avions déjà parlé des liens entre statistiques et politique, comme je disais tout à l'heure, avec Martine Mespoulet, qui est la directrice de la MSH. Alors Boris Samuel est docteur en sciences politiques. Il est diplômé d'École nationale de la statistique et de l'administration économique, la fameuse ENSAE. Il a travaillé pendant une dizaine d'années comme praticien de l'économie et de la statistique auprès de gouvernements et d'organisations internationales en Afrique. Ses travaux de recherche analysent les modes de gouvernement, la domination et les trajectoires politiques à partir des objets et pratiques de la statistique, de la macroéconomie et de la gestion des finances publiques. Il enseigne à Sciences Po Paris ainsi qu'à l'école de gouvernance et d'économie de Rabat au Maroc. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Aucune. Fin mars, Boris Samuel a fait une conférence à la Maison des sciences de l'homme intitulée « Le FMI,
donc le Fonds monétaire international, gardien des normes ou producteur de fiction, point d'interrogation. Alors c'est un très beau titre, mais déjà, ça nous interpelle déjà, puisque est-ce que pour garder la norme, il ne faut pas produire des fictions? Ça, c'est un peu ma première remarque, parce qu'effectivement, le terme norme n'est pas anodin, puisqu'effectivement, si on sort de la science pour arriver dans la norme, on entre un peu en religion. Enfin, on aura l'occasion d'en parler dans la suite de cette émission. Alors, c'est quoi le FMI pour nos auditeurs? Le Fonds monétaire international, c'est une institution internationale regroupant 188 pays, dont le rôle est de promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière, faciliter les échanges internationaux, contribuer à un niveau élevé d'emploi, à la stabilité économique et faire reculer la pauvreté. Rien que ça. Alors, le pitch de sa conférence, et après je lui laisserai la parole. Le FMI est critiqué depuis les années 80 pour être l'instigateur de réformes de libéralisation aussi socialement injustes qu'économiquement inefficaces. Il est aussi critiqué pour sa réputation d'inflexibilité, ses conditionnalités constituant autant de mise sous tutelle et d'enfreinte à la souveraineté nationale des États. Ces constats seraient l'une des principales explications des cas, désormais nombreux, de pays ayant su tromper la vigilance de la surveillance internationale par des mensonges statistiques. Alors, Boris, je vais vous laisser la parole. Et donc, pour aborder cette émission, eh bien, ce qui serait bien, c'est que vous introduisiez un petit peu votre programme de recherche avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet avec le FMI et puis les pays d'Afrique que vous avez étudiés. Merci beaucoup. Je suis très heureux de cette invitation à m'exprimer. Alors, pour présenter mon programme de recherche, je pense qu'il est peut-être important de dire très très rapidement que donc j'ai une formation comme vous l'avez rappelé de statisticien économiste. J'avais eu assez tôt le projet de faire des travaux de recherche en économie, directement au sortir de ces études-là. Mais le fait est que en France, quand on est un statisticien économiste, on est un praticien de l'économie. Et pour faire une thèse d'économie, le paradoxe est qu'en sortant d'études d'économie, on a un peu le sentiment de ne pas nécessairement connaître réellement les objets de l'économie. Et pour moi, il était très important, formé par ce système de l'ENSAE, il était très important de mettre la main à la pâte. Il était très important de faire des modèles. Il était très important d'aller voir comment on gouvernait à l'aide des chiffres. Et le fait est que... On peut faire des modèles en restant dans sa cage de verre. On peut faire des modèles en restant dans sa cage de verre. Mais le statisticien économiste, c'est-à-dire l'administrateur, qui est une grande figure donc dans l'administration française, l'administrateur de l'INSEE, est un ingénieur qui applique et qui fait de l'économie appliquée. Et le fait est qu'à la sortie donc de mes études, pour moi, démarrer une thèse d'économie, c'était d'abord aller voir ce qu'était l'économie en pratique. Et là, je ferai référence au travail de Michel Armat, l'économie comme ingénierie, la science économique comme ingénierie, c'est-à-dire comme véritablement un travail à partir de modèles pour piloter l'économie. Et donc, c'est ce qui s'est passé au sortir de ces études. Pour observer, j'ai saisi l'opportunité qui m'était donnée. J'étais tourné vers l'Afrique et je me suis dit qu'une bonne position d'observation, ce serait de partir travailler en coopération. Vous auriez pu rester à l'INSEE. J'étais pas fonctionnaire. J'étais pas fonctionnaire. Je pense que je devais avoir aussi envie d'un petit peu de voir du pays d'une certaine façon. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est important. C'est que il y a quelque chose qui est important, c'est que être économiste dans le domaine du développement, c'est être un généraliste. Aujourd'hui, le travail d'économiste, quand on est à l'INSEE, qu'on fait par exemple les comptes de la nation, qu'on fait de la conjoncture, on est sur un aspect, il y a une division du travail, disons, dans le travail du pilotage économique qui est très importante. Quand on travaille dans le développement, moi, en quelques années, dans le développement, j'ai pu à la fois faire des statistiques macroéconomiques, des modèles, travailler sur l'éducation, sur les finances publiques, travailler auprès d'une direction du plan, à l'Office national de la statistique, être conseiller d'un ministre, travailler sur la pauvreté, etc. Et donc, c'est vrai que le développement, c'est aussi
là, il y a un vrai questionnement sur le rôle de l'économiste dans le domaine du développement, qui est ce généraliste et qui peut éventuellement toucher à énormément de domaines, en étant peut-être parfois un peu moins spécialiste, et peut-être aussi en position dominante, d'une certaine façon. Moi, en tant que conseiller, on me demandait de toucher à des choses dont je n'avais pas une connaissance nécessairement intime, mais mon positionnement social faisait que je les approchais. Donc le fait est qu'être conseiller, comme je l'ai été dans des pays d'Afrique, au nom donc de mon expertise en économie, c'était observer des domaines extrêmement différents et profiter de ma formation en Europe pour avoir un accès à des terrains extrêmement riches et divers. Donc c'est ce qui s'est passé, et c'est vrai que dans mon esprit c'était le calcul d'origine. Donc je suis parti dans cette carrière d'expertise et d'expertise dans le monde du développement, donc au Burkina Faso d'abord, et puis je l'ai prolongé ensuite dans des organisations internationales, en Éthiopie, auprès des Nations Unies, la Commission économique pour l'Afrique. Et tout ça pendant 10 ans? Pendant 10 ans, j'ai été conseiller économique du ministre de l'économie pendant 4 ans en Mauritanie. J'ai été aussi auprès du programme des Nations Unies pour le développement. Un parcours à la Forrest Gump. Oui, un petit peu. Et donc ça m'a permis, disons, d'avoir des expériences. Ça m'a permis d'avoir des expériences donc extrêmement diverses, et toujours avec cette volonté d'observer. C'est vrai que quand je suis allé en Mauritanie à une trentaine d'années, donc dans un pays que je ne connaissais absolument pas au départ, en tant que conseiller au sein du cabinet du ministre de l'économie, je me demandais bien ce que je pourrais y faire et ce que je pourrais y apporter. Mais le fait est que la tentation de voir et d'observer a été plus forte. Donc, je pense que c'est une bonne manière de présenter ma démarche de recherche, parce qu'elle a été celle de m'appuyer sur une compétence technique, celle de statisticien et d'économiste, pour pénétrer des lieux qui sont des lieux pas nécessairement faciles à pénétrer, pour y observer les pratiques, pour y observer les acteurs. Croyez-moi qu'un ministre mauritanien de l'économie, c'est un point d'interrogation avant de s'y trouver dans la pratique. Et donc, tout mon travail a consisté à mettre en lien cette réalité sociale avec les objets qui étaient issus de ma formation. Voilà. Bien, merci. C'est un parcours assez atypique, parce que par rapport aux économistes que je fréquente moi, effectivement, comme je dirais, on a eu une discussion en venant ici qui était portée sur la mécanique, et je crois que vous avez les mains dans le cambouis. J'ai les mains dans voilà, le cambouis. On finit cette première partie. On abordera donc le vif du sujet dans la seconde partie de l'émission. Alors toi, un avion, un hélico, un scooter, une moto, une bagnole. Non. Si, un avion personnel. Ah non. C'est la classe. Ah non, Tu t'aimes bien toi, l'avion? Carrément. Non, ça. Moi, des fêtes, moi c'est les fêtes. Une grande baraque pour faire des fêtes. Ah non, t'imagines. T'as un avion personnel? Tu vas réaliser des fêtes dans tout. Une grande baraque tout court, pas pour faire des fêtes. Ouais, une maison, une grande maison. Ouais, une grande maison. Accumuler des biens matériels. Accumuler des biens matériels, c'est aussi. Accumuler des biens matériels, c'est aussi se dire. Accumuler des biens matériels, c'est aussi se dire que ils seront là après notre mort. Ouais, la mort. Attends, ouais. Je vais faire la vie, hein. Je vais pas vieillir pauvre. Non, mais moi je vais dépenser aussi. L'accumulation comme défi à la mort. Oui, je pense. La mort est quand même l'horizon ultime, on sent pas le savoir. On est quand même des êtres pour la mort. Ça va, hein. Ah non, moi je préfère être... Envie? Moi aussi, je suis Moi en vie, ouais, aussi. j'adore. Ça m'aide même, tu vois, De quoi? de penser à la mort. Moi, j'y pense jamais.
de Radio Nantes, les causeries de la MSH. Eh bien, vous êtes dans les causeries de la MSH et aujourd'hui, on accueille donc Boris Samel qui vient nous parler du mensonge statistique, du mensonge statistique ou du mensonge statistique. Avant qu'on aborde donc le sujet, donc c'est vous qui avez choisi la musique. Donc là, on vient d'écouter une chanson qui s'appelait Accumuler. Donc vous pouvez nous en dire quelques mots? En fait, c'est une chanson qui est tirée d'un album de quelqu'un d'ailleurs qui s'est produit à Nantes en 2006, je crois, qui s'appelle Yves Robert, qui est un tromboniste de musique improvisée et qui a fait un album à partir d'entretiens qu'il a fait avec des acteurs de la finance et qu'il restitue avec beaucoup d'humour en soulignant les paroles par donc des gestes musicaux. Et c'est un album qui est très anthropologique, qui fait une très bonne, très efficace anthropologie des paroles d'acteurs économiques. Donc je trouve que c'était un petit clin d'œil. Très bien. Donc, alors, on va aborder donc le sujet de notre causerie. Donc, dans votre conférence à la MSH, vous avez intitulé votre propos le Fonds monétaire international, gardien des normes ou producteur de fiction. Alors, on va prendre notre temps et donc voilà. Qu'est-ce que vous entendez par là? Donc, pourquoi c'est le gardien des normes et pourquoi il peut être producteur de fiction? Alors peut-être une bonne manière de le faire, c'est de repartir en discutant le titre qu'on a choisi pour cette émission, c'est-à-dire la question du mensonge. Voilà. Alors pourquoi parler de mensonge Et pourquoi parler de mensonge Je pense que le premier élément qui a une bonne prise, c'est qu'on peut parler de mensonge très simplement parce que le récit économique dont j'ai beaucoup parlé lors de cette conférence, qui était le récit économique produit par la Mauritanie au milieu des années 2000, a été déclaré être un mensonge par le FMI, donc en 2005, et le gouvernement mauritanien, en 2004-2005, a confessé avoir menti sur ces chiffres depuis 12 ans, depuis une dizaine d'années. Ça s'est fait en plusieurs étapes, mais disons depuis 10 à 15 ans. Donc, pourquoi parler de mensonge statistique? Parce que le FMI a poursuivi la Mauritanie pour ce qu'on appelle dans le jargon de cette organisation internationale misreporting, donc le fait d'avoir déclaré des chiffres faux. Et le gouvernement mauritanien évoquait comme ça le fait d'avoir transmis au FMI des données qui étaient erronées, c'est-à-dire qui ne reflétaient pas, et je reprends vraiment les termes du gouvernement, la réalité de l'économie. Et le gouvernement a donc été amené à confesser au FMI ce mensonge statistique et a été l'objet de sanctions de la part du FMI qui a suspendu ses droits. Le FMI n'était pas au courant. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Le fait est que le FMI a demandé, en 2003-2004, le FMI a changé un certain nombre de procédures, et notamment des procédures d'audit auprès des pays récipiendaires de ces programmes. Donc il a mis en place un nouvel audit censé s'appliquer à toutes les banques centrales bénéficiant de ces fonds, qui était un audit des réserves de change, qui curieusement, auparavant, n'était pas réalisé. Et lorsqu'il a demandé à la Banque centrale de Mauritanie de le faire, la Banque centrale était extrêmement réticente. Le fait est qu'on on a su plus tard, en fait, que la Banque centrale, à ce moment-là, déclarait 12 mois de réserve de change, donc de devises étrangères en sa possession, alors qu'elle ne disposait que de l'équivalent de 2 semaines d'importation nationale. Donc, un mensonge absolument abyssal. Donc, le FMI, on rappelle, le rôle du FMI, c'est donc d'aider, de financer certaines économies. Alors, le rôle du FMI est d'assurer la pérennité des échanges internationaux, donc de veiller à ce que les déséquilibres dans les échanges internationaux ne soit pas trop important. Donc, le FMI exerce une mission de surveillance auprès des États qui lui donne le droit, l'obligation même de surveiller et d'analyser la situation économique des États pour éviter les cessations de paiement en particulier. Donc, certaines variables sont surveillées de très près par le FMI, en particulier le fait qu'un État puisse honorer ses obligations, c'est-à-dire dispose par exemple des devises qui lui permettent d'effectuer ses règlements sur les marchés internationaux. Certains critères, quoi. Donc il y a un certain nombre de critères que le FMI surveille. Ce pourquoi il vient en appui à des pays qui souffrent de déséquilibres, qui
éventuellement les mettrait en situation d'être en cessation de paiement. C'est là qu'intervient l'aide du FMI. C'est là qu'intervient l'aide du FMI. C'est ce pourquoi un certain nombre de pays africains et de pays dits en développement ont bénéficié en fait de programmes d'ajustement donc qui visaient à réduire leur déséquilibre, comme le disent les économistes, dans les années 80-90. Et donc ces programmes étaient des programmes qui permettaient aux États d'honorer leurs obligations sur les marchés internationaux. Mais ces programmes d'aide du FMI se faisaient en contrepartie, systématiquement, donc d'un examen de la bonne utilisation de ces fonds-là. D'où des procédures d'audit et des procédures de surveillance extrêmement régulières. Donc le FMI avait jusque-là, en Mauritanie, considéré que le pays était même un bon élève de l'aide. L'une des phrases récurrentes que le FMI employait... Bon élève, c'est vraiment le bon terme, puisque il y a de la triche. Oui, tout à fait. Et il était en l'occurrence véritablement certifié par les équipes d'économistes qui, dans les rapports, donc les rapports du FMI... Le professeur n'a pas vu la triche, quoi. Il n'a pas vu la triche et pendant très longtemps, il était même... il était très, très, très fier de son élève, dont il louait l'extrême qualité des réformes. Donc pendant très longtemps, la Mauritanie avait été un très bon élève donc du FMI, jusqu'à ce qu'un certain nombre de points finissent par susciter la suspicion du FMI. Alors tout d'abord, les chiffres de l'inflation étaient complètement plats, alors que le pays bruissait de rumeurs sur l'augmentation des prix. C'est comme très surprenant. Enfin, faut être un peu, de la part du FMI, c'est un peu naïf quand même. Il y a quand même des choses qu'on peut observer quand même et qui auraient pu induire donc le FMI à penser que les statistiques n'étaient pas bonnes, non ? Ou est-ce que c'est pas si facile que ça ? Non, c'est pas si facile que ça. Et je pense qu'il y a véritablement, on peut reprendre un terme, un sociologue des sciences, Michel Callon, qui parle du débordement pour évoquer le fait qu'une théorie à un moment donné est débordée par le réel. C'est-à-dire, et là en l'occurrence. Les économistes du FMI en Mauritanie savaient très bien que les statistiques n'étaient pas d'une qualité exceptionnelle et ils disposaient d'un indice de prix, par exemple, mais d'autres données également, mais d'un indice de prix qui ne révélait pas l'inflation. Mais eux n'étaient pas très surpris parce qu'ils savaient que le système statistique national était relativement faible. Donc jusqu'à ce qu'il y ait clairement une vague inflationniste très forte, il ne leur apparaissait pas clairement qu'il y avait un écart trop important et ça pouvait être attribué en fait à la faiblesse du système statistique, à la faiblesse de l'indice des prix et finalement ils se parce que le système statistique en Mauritanie, enfin c'est l'équivalent de l'INSEE en France le système statistique en Mauritanie est très largement lié à celui de l'INSEE puisqu'on applique des méthodes de calcul qui sont des méthodes de calcul comparables. Simplement, les moyens ne sont évidemment pas les mêmes. Et puis ensuite, le fait est que la réalité économique est plus difficile à analyser aussi puisque il y a une part d'informel qui est assez importante, puisque les opérations économiques ne sont pas enregistrées dans les mêmes conditions, parce que les fonctionnaires qui sont chargés d'aller faire les relevés de prix n'ont pas les conditions qui sont celles des conditions des enquêteurs de l'INSEE. Donc il y a une série, disons, de facteurs qui font que les statistiques ne sont pas compilées dans les mêmes conditions. Et en l'occurrence, l'indice des prix qu'utilisait l'Office national de la statistique était un indice des prix qui était, on peut le dire, périmé, puisqu'il était en place depuis une vingtaine d'années, alors que théoriquement un indice des prix doit être renouvelé, disons, à peu près tous les 5 ans pour pouvoir refléter l'économie de manière... C'est-à-dire qu'il calculait l'inflation à partir d'un panier de biens de consommation d'il y a 20 ans. Voilà, exactement. Donc un panier de biens de consommation... Donc c'est comme si aujourd'hui, on n'avait pas d'iPhone. On n'avait pas d'iPhone. Ouais. En Mauritanie, il n'y avait pas de lait en briques, mais il y avait du lait en sachet vendu dans les boutiques, etc. Donc des produits qui étaient très éloignés des pratiques présentes dans l'économie, effectivement. Très bien. Bon, on arrive à la fin de cette deuxième partie, concernant donc le mensonge statistique, avec une illustration sur le rôle du FMI, effectivement, le FMI, donc en Mauritanie, dans le cas de la Mauritanie, donc on parlait donc du FMI, gardien des normes producteur de fiction. On aura l'occasion d'y revenir dans la troisième partie de cette émission.
Radio Nantes, les causeries de la MSH. Eh bien, nous abordons la troisième partie de notre émission, donc des causeries aujourd'hui qui ont pour objet donc le mensonge statistique. On accueille Boris Samuel, qui est donc chercheur actuellement à l'Institut d'études avancées de Nantes, et donc qui est politiste et qui est économiste, statisticien. Il a beaucoup de casquettes, même mécanicien apparemment, puisqu'il a les mains dans le cambouis. Et donc voilà, on parle alors d'une de ses conférences qu'il a fait à la MSH, entre autres, avec donc le très beau titre le Fonds monétaire national, gardien des normes ou producteur de fiction. Alors, on va aborder justement cette idée du FMI comme gardien des normes. Oui. Alors, simplement pour justement faire la transition entre ce qu'on disait sur les statistiques, et le FMI gardien des normes, ce qu'on disait juste avant, c'est que les statistiques étant éventuellement d'une qualité relativement restreinte, le fait est qu'on ne sait pas très bien quand un chiffre est faux ou quand il est juste, disons, le fait d'un appareil statistique relativement faible. Et qu'en fait, un chiffre qui ne dit pas ce qui se passe dans l'économie est très ambigu. Or, le fait est que cette situation où les appareils statistiques sont faibles face au FMI, qui a cette mission de surveillance, crée une situation qui est une situation paradoxale, parce que le FMI ne se contente pas d'effectuer une surveillance internationale, il met les pays devant ce qu'on peut appeler un impératif de produire des chiffres et un impératif macroéconomique, c'est-à-dire un impératif de produire une image quantifiée de l'économie. Donc vous avez d'un côté le FMI qui arrive donc avec ses missions d'économistes diplômés qui souhaitent faire un diagnostic très précis, et de l'autre côté une réalité économique qui est celle d'un pays comme la Mauritanie, qui est un peu rétive, disons, à la mise en nombre. Alors que se passe-t-il quand le FMI arrive dans un pays ? Eh bien, il doit avoir pour objectif le fait de repartir du pays avec un ensemble d'indicateurs qui permettent de faire le diagnostic d'une situation économique, et donc des indicateurs qui couvrent l'ensemble des champs de l'économie. Donc ça va des statistiques sur le produit intérieur brut, donc tout le secteur productif, les finances publiques, la masse monétaire, donc tout le secteur bancaire, les échanges extérieurs, la balance des paiements, etc. Donc une mission du FMI qui vient pendant 2 semaines dans un pays a vraiment du pain sur la planche, puisqu'elle est censée revenir avec une série de tableaux extrêmement complète qui permet de faire un diagnostic aussi exhaustif que possible de l'économie, et bien entendu un diagnostic qui utilise des outils qui sont considérés comme conformes aux recommandations internationales, et c'est là qu'intervient justement l'idée de la norme, c'est-à-dire que le FMI arrive dans un pays avec l'idée de faire un diagnostic avec des outils standardisés, et des outils qui sont des outils de diagnostic économique qui sont donc conformes aux normes internationales. Donc les normes internationales, ce sont celles qui sont utilisées pour produire les statistiques, ce sont celles qui sont utilisées pour donc par exemple pour produire un PIB, il y a un certain nombre de règles de calcul à appliquer pour produire donc c'est ce qu'on connaît dans le cadre de l'Union européenne, pour produire un agrégat sur le déficit budgétaire, par exemple, il y a un certain nombre de dépenses qu'on comptabilise, d'autres qu'on ne comptabilise pas. Donc il y a tout un travail de normalisation des statistiques, et le FMI arrive avec ses outils dans un pays, avec l'idée donc de repartir de ce pays avec des statistiques qui permettent d'avoir une appréciation de l'état de l'économie, et en même temps une appréciation qui est conforme aux outils standards internationaux. Donc c'est ce que le FMI fait quand il arrive. Est-ce qu'il s'agit de normes statistiques, parce que je comprends bien, ou est-ce que derrière il y a aussi des modèles économiques qui induisent la production de certaines statistiques, et par rapport à ces critères, bon, est-ce qu'il n'y a pas non plus un côté idéologique dans le modèle qu'on propose à ces économies en développement? Et c'est l'un des points qui me tient à cœur de mettre en avant. C'est un paradoxe en quelque sorte, c'est que le travail d'une organisation comme le FMI est à la fois très idéologique et en même temps très pragmatique. C'est-à-dire que quand je décrivais le mode opératoire du FMI dans un pays comme la Mauritanie, où il collecte des chiffres, où il essaye tant bien que mal
de les faire rentrer dans des procédés de calcul qui sont définis de manière internationale, c'est un travail très prosaïque. Et je le décris de manière, même en empruntant des techniques très anthropologiques, pour montrer comment le FMI remplit des tableaux vides à l'aide de chiffres qu'il considère être suffisamment normalisés pour pouvoir les inscrire dans ces tableaux. Bon. Donc il y a vraiment un travail très pragmatique qui consiste à aller collecter des chiffres, remplir des tableaux vides. Bon, ça c'est cette partie même de bricoleur. Hein. Moi j'utilise le terme de bricoleur du chiffre. Et en même temps, ces tableaux sont aussi inspirés de modèles, enfin la manière dont les variables sont sélectionnées, dont les tableaux de chiffres sont agencés, suit en fait un ensemble je peux dire de théories ou de lignes discursives qui permettent de faire de ces variables, disons, le support d'une analyse qui n'est pas du tout idéologiquement neutre. Et donc le FMI s'appuie sur des modèles, effectivement, qui, eux, sont extrêmement marqués au plan idéologique, puisque pour aborder un pays comme la Mauritanie, il approche en fait le pays avec ce que les économistes appellent l'approche monétaire de la balance des paiements, c'est-à-dire que il considère qu'il faut, pour le dire très rapidement, limiter l'offre de crédit, limiter le crédit distribué par la Banque centrale sur les marchés financiers locaux, de manière à éviter les déséquilibres extérieurs. Ce qui veut dire éventuellement d'avoir des recettes austéritaires pour éviter les déséquilibres. Donc il a une approche économique et théorique qui est d'une part très marquée, et d'autre part, et c'est l'un des points qui à mon avis est très important, c'est une approche théorique qui est marquée, mais qui est aussi, et c'est très intéressant, très contestable. Ouais. Mais je vois bien votre propos, c'est effectivement sur les mesures ou c'est sur les mesures donc proposées donc à ces pays, il y a de l'idéologie, mais je comprends pas tout à fait quelle est justement l'implication sur les statistiques tellement. Mais bon. C'est quelque chose que je vois pas, mais je sais bien que les faits sont chargés de théorie, etc. Mais quand même, c'est deux choses différentes. Vous voyez, pareil, si on fait le parallèle avec l'Europe, bon, les gens il y a des austérités, des gens qui sont pour l'austérité, d'autres qui sont contre l'austérité. On voit bien que derrière, il y a un modèle qui est différent, mais il n'y a pas de controverse sur les statistiques. Non. Alors la particularité de la méthode du FMI est de raisonner de manière à pouvoir en fait nourrir un modèle. Donc il a son modèle qui est donc ce modèle utilisé pour avoir cette interprétation de la balance des paiements. Il y a quelque chose de très particulier dans le modèle qu'utilise le FMI, mais c'est le cas pour la Banque mondiale aussi, sont des modèles qu'on appelle quasi comptables. C'est-à-dire que ce sont des modèles avec très peu de théorie. Et pratiquement que des indicateurs, que des relations comptables, que des indicateurs statistiques reliés par des relations qui sont des relations très faibles du point de vue de la théorie économique, mais les quelques relations sont idéologiquement très fortes. C'est-à-dire que pour le FMI, ce qui est très important, c'est de collecter des données sur les déséquilibres extérieurs, des données sur les finances publiques, et à partir de ces données-là, qu'il étoffe par des indicateurs comptables, il crée, en fait, il constitue un diagnostic, disons. Donc la différence se fait au niveau du choix des variables. Elle se fait au niveau du choix des variables, et les quelques relations économiques qui lient les différents sous-champs de l'économie sont des relations qui se réfèrent donc à des modèles qui sont des modèles extrêmement contestables, mais qui en fait ont un rôle très important parce qu'elles ordonnancent toute la recherche de statistiques. Toute la recherche de statistiques. Autrement dit, on part d'une théorie qui, par son contenu très faible, donne lieu à un mode opératoire, qui est un mode opératoire très pratique, en fait. Et moi, c'est l'un des points sur lesquels qui me semble très intéressant à souligner et qui montre bien le paradoxe qu'on est en train d'évoquer, c'est que de nombreux économistes ont mis en procès le FMI, ça a été le cas de Stiglitz, mais ça a été le cas de beaucoup d'autres, pour utiliser des modèles qui sont des modèles qui, aux yeux des économistes, sont des modèles non valides. Et effectivement, les relations théoriques que le FMI utilise dans ces modèles sont des relations qui sont des relations issues des théories des années 50. Oui, c'est ce que
Alors ça peut paraître très paradoxal, et c'est d'autant plus paradoxal que, en fait, le FMI n'est absolument pas intimidé par cette critique. Mais c'est là que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi une organisation comme le FMI utilise des modèles des années 50 alors qu'il recrute, alors peut-être pas les meilleurs économistes, mais enfin, il recrute quand même dans des universités où l'enseignement donc est supposé quand même être up-to-date, comme on dit, non ? Et parce que précisément, arriver dans un pays comme la Mauritanie, avec l'idée de ressortir avec des recommandations de politique économique au bout de 2 semaines, ça nécessite d'avoir quelque chose qui soit un kit, et presque un prêt-à-penser, en fait, un prêt à agir, donc qui soit assez simple. Mais enfin, depuis les années 50, il y a des choses qui ont été faites, alors pourquoi elles ne sont pas applicables ? La réalité est, à mon avis, que la logique est surtout une logique extrêmement pratique, qui consiste à avoir une lisibilité de la justification des mesures de politique économique qui sont préconisées, quitte à ce qu'elles soient simplistes. Donc, c'est de mettre en discussion à l'aide de relations, fussent-elles fausses, fussent-elles insatisfaisantes pour les théoriciens, mais qui permettent d'entrer dans le dialogue sur les politiques économiques. Donc, pour le FMI, la problématique de la pertinence des théories ne se pose pas. Donc, ce que vous disiez, c'est que un dialogue pratique. C'est le modèle à Roth-Demar, c'est ça ? C'est le modèle à Roth-Demar, effectivement. Pour les spécialistes. Voilà. Donc, ça me rappelle mon enseignement d'économie dans les années fin des années 70, effectivement. Peut-être celui de votre père, si. Non, mon père n'était pas économiste, il était clerc de notaire. Voilà. Eh bien, on va reprendre notre discussion donc dans la 4e et dernière partie.
Poupidou, poupidou, Euradio Nantes, poupidou, les causeries de la MSH. Eh bien, nous arrivons au terme de notre causerie avec Boris Samuel, qui est donc chercheur en sciences politiques à l'Institut d'études avancées, qui vient nous parler donc du mensonge statistique à travers son expérience et à travers donc son expérience en Mauritanie et qui concernait donc un petit peu le rôle du FMI, donc comme il dit bien, gardien des normes ou producteur de fiction. Alors dans cette dernière part, on a parlé beaucoup dans la période de la partie précédente, donc on a parlé de modèles, de théories. On va peut-être revenir un petit peu sur Terre et donc au début de cette émission, vous avez insisté sur le fait que vous étiez quand même quelqu'un qui se confrontait donc au terrain, qui mettait les mains dans le cambouis. Donc voilà, donc parlez-nous un petit peu de votre expérience donc personnelle par rapport à votre formation et au fait aux motivations que vous aviez donc pour une fois sorti de l'ENSAE pour vous confronter un petit peu à cette réalité économique et cette critique parallèlement cette critique donc du rôle du FMI sur la production statistique et sur les aspects un peu plus idéologiques. Alors peut-être une manière de parler de mon expérience très très concrète. Pour rester sur le même exemple, puisque j'ai travaillé dans plusieurs pays, mais on a parlé de la Mauritanie, restons en Mauritanie. Restons en Mauritanie. Mon expérience concrète a été marquée par l'observation, y compris en tant qu'économiste, à l'intérieur de l'appareil administratif, qui était l'appareil administratif mauritanien, puisqu'à l'époque j'étais à la fois à l'Office national de la statistique, au cabinet du ministre de l'économie, etc. Vraiment d'interrogations très importantes. C'est-à-dire que je me retrouvais devant des rapports du FMI avec des tableaux de chiffres dont, en étant moi-même à l'intérieur de l'appareil administratif et économiste, je me demandais véritablement comment ils avaient été... Et vous y alliez avec quelle mission ? Alors moi j'étais en tant que conseiller technique, c'est-à-dire que j'étais en contrat avec le ministère des Affaires étrangères français. J'étais censé appuyer le renforcement, des programmes de renforcement de l'administration et des administrations économiques et financières nationales. Donc j'appuyais des programmes de mise à niveau, je dirais, de l'administration mauritanienne. Et je faisais en particulier des programmes qui aidaient à renouveler les statistiques sur le produit intérieur brut, donc de la comptabilité nationale. Et donc j'étais amené à toucher un petit peu tous les chiffres du pays. Et pour certains chiffres, vraiment, pour moi, il était évident qu'entre ce que les équipes du FMI clamaient pouvoir afficher comme données, alors je prends un exemple, les données sur les échanges extérieurs, sur les importations et exportations, il y avait des tableaux du FMI qui me paraissaient particulièrement irréalistes. C'est-à-dire que je ne voyais absolument pas quelles étaient les sources qu'il avait pu utiliser. Alors pour moi, c'était quelque chose qui était une vraie équation, parce que est-ce qu'il faut parler d'économie dans ce cas-là ? Est-ce que le travail que font ces économistes en remplissant les cases d'un tableau à l'aide de données inexistantes moi, je pense pas. Il y a une réalité qu'il faut nommer autrement. Alors, laquelle elle est c'est un petit peu, pour moi, ce qui a fait, répondre à cette question, c'est un petit peu ce qui a fait que je suis passé d'un travail d'économiste, avec les mains dans le cambouis, à un travail de sciences politiques, de sociologue, pour essayer de comprendre comment on produit un chiffre et comment ensuite on élabore une action publique à partir de ça. Alors, pour prendre l'exemple que je viens de mentionner, c'est-à-dire celui des données du commerce extérieur, l'équation est particulièrement importante parce que le FMI, je dirais, contribuait en affichant des chiffres qui étaient des chiffres mystérieux sur les échanges extérieurs, à blanchir l'activité d'une direction qui était une direction générale des douanes, qui était un des hauts lieux de la prédation dans un ministère des Finances extrêmement corrompu. Donc, le fait est que les fonctionnaires qui géraient les bases de données statistiques étaient eux-mêmes des rouages dans une administration qui était une administration qui contribuait à soustraire véritablement les ressources publiques à une population qui, elle, en avait largement besoin. Donc,
le fait est qu'entre une activité statistique qui était une activité statistique d'invention de chiffres et puis la mise en place d'un ordre social et politique, le lien était très très étroit. D'où l'importance de s'interroger et de décrire les actes qui sont les actes administratifs et les actes techniques qui sont ceux de l'économie par les outils de la sociologie et de l'anthropologie pour comprendre comment la responsabilité la logique de responsabilité des administrateurs peut être pointée dans le fait d'élaborer des fictions économiques ou statistiques. Donc pour moi, il était très important, disons, de partir d'observations qui sont des observations très prosaïques, comme celles de chiffres irréalistes, pour montrer leurs implications très concrètes sur les conditions de vie ou sur l'environnement social et politique d'un pays. Alors je précise d'ailleurs que la situation mauritanienne dont j'ai parlé était une situation qui était une situation de fin de règne d'un régime qui était en place depuis 20 ans, avec un président Taya, qui était reconduit. Alors, il pouvait être réélu parfois, mais enfin, c'est des élections truquées. Il bénéficiait de beaucoup de partenaires internationaux, etc. Donc, il y avait tout un ordre social et politique qui tolérait, d'une certaine manière, ces pratiques d'invention de chiffres. Et c'est ce qui fait qu'il est intéressant de faire, derrière la pratique de l'économiste, ressurgir toute cette dimension beaucoup plus proche de la réalité quotidienne disons, de la vie sociale et politique d'un pays. Donc, d'entrer par la technique pour se poser des questions sur les conditions politiques qui règnent, à la fois du fait d'un régime national, mais en même temps des organisations internationales et de leurs pratiques. C'est ça. Mais alors, quand vous dites, bon, il y a des inventions de chiffres, donc ça... Si je vous comprends bien, si je vous ai bien compris, c'est que cette invention de chiffres n'était pas le fait du hasard, mais effectivement correspondait à une réalité sociopolitique du pays au moment où ça a été produit. C'est un peu ce que vous venez de dire. Oui. Voilà. Alors, mais justement, par rapport à votre conférence, vous semblez impliquer le FMI dans cette fiction statistique, en fait, dans ce mensonge statistique. Mais c'est là quel est le rôle effectivement du FMI? Est-ce que le FMI justement a son rôle là-dedans, ou est-ce que c'est simplement le pouvoir politique en place qui fournit de par sa logique propre, fournit cette fiction statistique? Alors le fait parce que dans votre titre, vous avez l'air quand même d'impliquer beaucoup le FMI, quoi. C'est-à-dire que ce serait lui qui produirait cette fiction, comme gardien des normes. Donc, c'est... Alors, le paradoxe, c'est que le rôle du FMI dans tous les pays dits en développement, et dans tous les pays d'Afrique en particulier, est énorme, parce qu'il fait des missions extrêmement régulières, il intervient tous les 3 mois, en gros, et on peut considérer que, en son absence, les chiffres tels qu'ils sont mis en avant ne seraient pas produits. C'est-à-dire, les chiffres sont produits pour répondre à l'impératif de surveillance que le FMI fait valoir. Et la situation que je mets en avant dans ce cas, qui est un cas limite qui est le cas mauritanien, c'est que, en fait, chacune des administrations nationales elle-même, disons, ne produit ces chiffres qu'en vue de répondre aux demandes du FMI, et donc que le FMI est celui qui centralise les informations sur l'économie nationale. C'est-à-dire que, au sein des administrations nationales, aucune institution n'a les moyens de développer une base de données comme le FMI le fait. Autrement dit, c'est le FMI qui, de fait, est en situation, on peut le dire quasiment, de coordonner les politiques économiques nationales, parce que c'est lui qui va voir les différentes administrations, construit, disons, l'image consolidée de l'économie, met ensemble les politiques budgétaires avec les politiques monétaires, avec les politiques de croissance, etc. Donc c'est vraiment le pivot de l'ensemble des politiques économiques nationales. Donc, il prend un rôle où, je peux dire, d'une certaine manière, il joue un rôle dans la vie administrative nationale. Il est greffé, et il est impossible, à la limite, de distinguer entre les administrations nationales et cet organisme transnational. Donc, le FMI peut raconter sa mission
sous l'angle d'une extériorité, c'est-à-dire en disant qu'il vient dans le pays en étant extérieur collecter des chiffres, c'est complètement illusoire puisque les chiffres ne sont produits que dans la relation au FMI et qu'en réalité, il est totalement greffé dans l'appareil administratif national. Et la meilleure des preuves, c'est que quand les administrations économiques nationales veulent des chiffres qu'elles considèrent comme vrais et officiels, elles se réfèrent aux bases de données du FMI. Donc quand la direction du budget, par exemple, veut des chiffres d'inflation sur la Mauritanie, elle prend les chiffres du FMI. C'est un cercle vicieux, oui. Enfin, ça se mord la queue, quoi. Ça se mord la queue, ouais. Mais est-ce qu'il y a une alternative? Vous qui avez mis les mains dans le cambouis et été sur le terrain, c'est quoi l'alternative? Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce qu'il y a justement des mouvements ou est-ce qu'il y a des pour échapper justement à ce parapluie du FMI, Pour moi, l'alternative, c'est une alternative très simplement, que je dirais presque citoyenne, c'est-à-dire celle qui consiste à analyser le travail de l'économie, non pas en la décrédibilisant, mais en l'analysant comme politique, comme s'inscrivant dans une réalité sociale et politique, c'est la motivation première de la sociologie économique, pour dénaturaliser les objets de l'économie, c'est-à-dire ne pas prendre les objets et les représentations de l'économie comme allant de soi, mais chercher la manière dont elles sont produites, comprendre qu'elles sont une construction sociale et comprendre qu'elles ne prennent sens que dans des contextes spécifiques qui doivent être en permanence réinterrogés. Donc, ne pas se contenter des théories économiques comme étant autonomes et énoncées indépendamment d'un contexte, mais les comprendre en permanence, en situation et en lien avec les usages qui en sont faits sur un terrain donné. C'est un vaste programme. C'est un vaste programme. Et en plus, on peut aussi faire le parallèle avec toute la critique de l'Europe actuellement. Je trouve que c'est très... Ça se rapproche beaucoup de ce qu'on vient de discuter aujourd'hui. Oui, tout à fait. Y compris dans la dimension de bricolage qui, à mon avis, est souvent sous-estimée. On a parlé de la Grèce dans l'introduction, effectivement, c'est un petit peu cette idée-là. Eh bien, nous arrivons donc au terme de cette émission. Je remercie beaucoup Boris Samuel pour nous avoir parlé donc de ces mensonges statistiques et de ses caractères idéologiques. Merci beaucoup. Je finis souvent par une citation, donc là j'en ai une belle qui concerne les statistiques, mais qui s'applique beaucoup à ce qu'on vient de dire. Je vais vous citer donc Greg Easterbrook, qui est un journaliste américain, qui disait « Torturez les nombres, ils avoueront tout ce que vous voulez ».